Ah oui, c'est très important. Les luttes des femmes racisées dans l'industrie du nettoyage sont à la fois formidables au sens profond et extraordinaires et révolutionnaires. D'une part, n'oublions pas que c'est un travail invisible, totalement invisibilisé, mais ces femmes aussi, elles ont été invisibilisées. C'est-à-dire, on ne sait pas, les gens ne savent pas ce qu'elles font. Alors les gens les voient par exemple dans le métro, dans le RER, le matin ou le soir, mais ils ne savent pas qu'elles viennent de nettoyer les endroits où ils vont travailler, dont ils reviennent de travailler. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que tout d'un coup, en menant ces luttes, ces femmes sont complètement sorties de toute cette série d'invisibilisation, ces couches d'invisibilisation qu'on les avait mises sur elles. Donc elles existent, elles se sont constituées en tant que femmes en lutte. Donc c'est une position féministe au sens de vraiment de lutte de femmes contre le racisme, les conditions de travail, contre une féminisation aussi de ce travail. D'autre part, elles mettent vraiment en lumière l'importance de ce travail dans la reproduction du système tel qu'il est. Je veux dire, les bureaux qu'elles viennent de nettoyer, les gares qu'elles viennent de nettoyer, les universités qu'elles viennent de nettoyer, en fait, tous ces lieux publics ne pourraient pas fonctionner, et particulièrement aussi les hôtels ne pourraient pas fonctionner si elles ne les avaient pas nettoyés. Et justement, cette question d'invisibilité, c'est-à-dire, il y a des femmes qui nettoient qui vous racontent que quand elles rentrent dans certaines chambres, l'état de la chambre est absolument incroyable, particulièrement les salles de bain. Il y a beaucoup de témoignages là-dessus. Et donc, le client s'en va, laissant derrière lui tout cela, parce qu'une femme va le nettoyer pour que le client suivant, quand il arrive, trouve une chambre très très propre. Et donc, ce côté de saleté qu'on laisse derrière, que tous cette classe, cette caste laisse, est nettoyé par ces femmes racisées, dont le travail est sous-payé, sous-qualifié et, je le disais, invisibilisé. Donc leur lutte est profondément pour moi révolutionnaire et constitue un des socles des luttes féministes actuelles parce qu'elles mettent en lumière, je l'ai dit, la féminisation du travail, la sous-qualification, l'aspect indispensable, absolument indispensable de leur travail, le fait que ce sont des femmes racisées, souvent d'ailleurs entre 40 et 50 ans, aussi ça compte, qui font des heures de transport qui ne sont jamais comptabilisées dans leur journée de travail. C'est une économie de l'épuisement des corps. Elles disent qu'elles sont tout le temps fatiguées, elles dorment 4-5 heures par nuit. Quand elles reviennent, il faut qu'elles aussi fassent ce travail pour la famille, à la maison. Elles mettent ensemble absolument tant d'aspects du capitalisme néolibéral d'aujourd'hui et du néopatriarcat. Elles mettent en lumière tant des croisements de ces différentes oppressions et fabrications de vie vulnérables que je trouve que oui, elles sont à la pointe des luttes féministes aujourd'hui, de ce que devraient être des luttes féministes décoloniales aujourd'hui. Les luttes, les combats menés contre la violence policière sont, je dirais, il y a même un lien avec la première question que vous posiez, la question de l'industrie du nettoyage, parce que l'industrie du nettoyage a aussi constitué à l'intérieur des villes et de l'espace néolibéral le propre et le sale. Donc ces endroits qui doivent être propres pour le fonctionnement de la société néolibérale et ces endroits à l'extérieur qui, eux, ils n'ont pas besoin d'avoir d'espace vert, d'espace propre où les ordures ne sont pas ramassées et qui sont les endroits quartiers populaires relégués, abandonnés. Et donc une nouvelle division du propre et du sale qui est, avec l'espace propre étant militarisé, fortement militarisé pour protéger cette propreté. Les autres, les quartiers populaires, c'est militarisé pour réprimer les personnes qui y habitent. Donc dans cette militarisation, il y a les jeunes hommes noirs et arabes sont visés comme des cibles. Mais ce qui ne doit pas nous faire oublier la violence contre les femmes, qui est aussi beaucoup plus invisible. Donc ça, c'est des premières remarques. Dans ces luttes, ce qui est extrêmement important, ce sont évidemment des femmes et des sœurs. Alors, il y a plusieurs choses dont on peut tirer de ces luttes. C'est d'une part que ces femmes ne tombent pas dans le piège tendu par la société néolibérale. Les femmes sont plus raisonnables, plus sages que les hommes, que les garçons, les filles sont plus... qui est vraiment cette division que l'État, notamment en France, a essayé de faire entre ce qu'on a appelé la beurette et le garçon arabe. Donc elles mettent ça en cause parce qu'elles disent qu'elles veulent protéger aussi leurs frères, leurs pères, leurs compagnons. Donc elles pointent aussi la manière pourquoi ce sont des hommes qui sont visés particulièrement par cette violence. Qu'est-ce qui se passe dans le fait de prendre ces jeunes corps comme cible par la police et les crimes totalement impunis. Donc elles questionnent la fabrication d'une masculinité dangereuse
par cette société néolibérale, néopatriarcale, qui en même temps dirait que certaines filles, que les filles, elles ne sont pas comme ça, tout en réprimant complètement les jeunes femmes, notamment les jeunes femmes voilées évidemment, sans parler de toute la négrophobie qui vise aussi les femmes noires. Donc il y en a plusieurs niveaux qui sont de nouveau mis en lumière par ces luttes, c'est-à-dire le refus d'une politique d'assimilation, d'une politique de on va en prendre quelques-uns et on va les sortir, ces personnes, parce qu'elles sont raisonnables, la politique de la respectabilité qu'impose l'ordre néopatriarcal et néolibéral, elles le refusent, elles sont tout à fait prêtes à déranger, à questionner, à bousculer toutes les normes et en même temps à dénoncer la violence policière et la militarisation. Donc c'est toujours, ces luttes sont toujours à plusieurs niveaux. Elles ne sont pas simplement, bon ben voilà, la police est violente, il faut s'opposer à la police. Elles montrent ce que la violence policière révèle à plusieurs niveaux. Cette fabrication d'une masculinité dangereuse contre une masculinité qui, elle serait plus civilisée, plus raisonnable, la masculinité blanche d'un homme qui a réussi sa vie parce qu'il a une Rolex à 50 ans, enfin donc de cette masculinité en fait hétéronormée. Elles mettent aussi en lien, elles montrent aussi, si vous voulez, parce que justement le fait d'être sœur ou mère ou épouse, le fait que la violence policière et la violence de l'État néolibéral, vise aussi de détruire les familles, si je peux dire ainsi. C'est-à-dire que, et là, ça pose, ça met en cause un féminisme occidental qui a toujours accusé la famille d'être essentiellement patriarcale et oppressive. Or, il y a énormément de personnes à qui l'esclavage, le colonialisme et aujourd'hui le néolibéralisme interdisent de faire famille, interdisent de constituer des familles. On le voit avec la famille d'Adama Traoré. Adama a été assassiné, sa sœur Assa a pris le combat, enfin est la figure du combat, mais des frères sont en prison. Donc c'est vraiment toute la famille d'une certaine manière qui est visée. Au-delà d'une personne, toute la famille est visée. Et d'autres d'ailleurs familles de victimes de violences policières vous disent, depuis que mon père, mon frère ou mon compagnon est mort, toute la famille est affectée. Les enfants sont affectés, je suis affectée. Et donc, de nouveau, pour être un peu plus clair, à travers cette dénonciation de violences policières, de nouveau plusieurs niveaux sont mis en lumière. Donc ce sont chaque fois des luttes multidimensionnelles qui montrent à la fois cet interdit de faire famille, c'est-à-dire l'imposition chaque fois qui existe depuis qu'il y a l'esclavagisme, c'est-à-dire il y a la bonne famille et il y a la famille qui n'est pas comme il faut. Donc l'imposition de normes chaque fois, la bonne masculinité, la bonne féminité, la bonne famille, la bonne sexualité, la bonne... Bon, c'est-à-dire ces normes par lesquelles les personnes doivent rentrer, et si les personnes racisées n'obéissent pas à ces normes, elles sont encore plus punies qu'il n'y aurait des personnes qui n'obéisseraient pas à ces normes chez les blancs et les blanches. Donc ces luttes mettent en question, elles montrent l'impunité de la police, que la police n'est que le bras d'un État, qui est donc une institution raciste et sexiste. Elles mettent en lumière la justice, comment fonctionne la justice avec cette impunité. Elles montrent aussi comment ce sont quand même parfois de très jeunes qui sont visés. N'oublions pas Ziad Bouna qui étaient des enfants. Et que quand des enfants sont assassinés en France, il y a une dimension de deuil national. Il y a la nation, même une petite fille qui disparaît, tous ces crimes qui sont absolument horribles. Ziad Bouna, la société française, ne les a pas pleurés. Ils n'étaient pas, et c'était comme si seulement leur communauté pouvait les pleurer. Mais la société n'avait pas à les pleurer. Et ça montre, c'est absolument clairement montre qu'il y a des enfants qui ne sont pas des enfants en France. Que l'État autorise que des enfants soient traités comme des adultes et aussi comme des objets qu'on peut abattre. Et donc, de nouveau, la masculinité visée, ces luttes les questionnent, mais aussi questionnent ce discours de l'État néolibéral sur l'enfance à protéger. Et on voit qu'il y a des enfants qui ne sont pas du tout protégés. Et je pense que pour un féminisme décolonial, ça veut dire que nous devons penser ce que serait une politique féministe décoloniale de la protection. Comment ne pas laisser la protection à la police, à l'armée, au tribunal, à l'État. Puisqu'il y a un glissement qui s'est fait
où c'est désormais à la loi écrite, mais aussi aux représentants de la loi, de faire protection. Et ça, c'est quand même, pour un féminisme décolonial, c'est profondément une question. Parce que si nous connaissons peut-être la dimension réformiste de la loi et la dimension quand même que nous-mêmes avons pu lutter pour que des lois soient prises, nous connaissons aussi les limites de tout laisser, de toutes les luttes, que les luttes deviennent légales, simplement est une visée légale de la loi. Parce que les structures, les institutions qui les appliquent sont des institutions sexistes, racistes, néopatriarcales. Donc les luttes contre les violences policières mettent tout ça en lumière. Ce que j'appelle le féminisme civilisationnel, et je l'appelle ainsi pour ne pas simplement le limiter à quelque chose de blanc et bourgeois. C'est-à-dire c'est quelque chose qui peut devenir, et c'est devenu une rhétorique internationale, qui est utilisée par les institutions internationales, par les gouvernements, pour en fait opprimer, discipliner les femmes dans le sud global. Je l'appelle civilisationnel parce que je trouve qu'il emprunte énormément à ce qu'on a appelé la mission civilisatrice coloniale, c'est-à-dire cette idée de supériorité, cette idée que l'Europe ait été le terrain naturel, par nature, de la civilisation et du progrès, et qu'il fallait donc les apporter aux peuples arriérés et qui n'étaient pas suffisamment éduqués et civilisés. Le féminisme civilisationnel se positionne de la même manière. Nous savons, nous, ce que c'est que les droits des femmes, et nous allons les apporter. Il y a énormément de mauvaise foi chez beaucoup de ces féministes qui pensent que quand nous parlons de ce féminisme civilisationnel, nous nions toutes les luttes qui ont eu lieu, par exemple en France, des luttes radicales de féministes. Absolument pas. Ce que nous disons, c'est en 2019, est-il possible de continuer à ne pas revenir sur le récit du féminisme européen et français et de montrer justement quels ont été ces points aveugles et pourquoi il y a eu ces points aveugles. Donc c'est pas rétrospectivement de dire, je sais pas, Olympe de Gouges ou Simone de Beauvoir se sont trompés. C'est aujourd'hui, peut-on continuer à avoir ce même discours, c'est-à-dire à dire, ah oui, ce sont des personnes formidables. Comment comprend-on les points aveugles de ces époques pour comprendre les points aveugles d'aujourd'hui ? Donc ce féminisme civilisationnel, c'est un féminisme qui serait, comment dire, qui aurait été la seule idéologie à ne pas être touchée par le racisme, qui aurait été la seule idéologie, le seul mouvement qui n'aurait pas été pénétré par ce que Aimé Césaire appelle l'effet retour de l'esclavagisme et du colonialisme, et dont Césaire dit qu'il pénètre les idéologies les plus progressistes, les plus révolutionnaires. Donc le féminisme, ah oui, alors on me répondait, oui, mais nous avons soutenu les nationalistes algériens, nous étions contre l'impérialisme américain au Vietnam. Mais ça ne suffit pas, ce n'est pas ça la question. C'est pourquoi, et là je réponds plus précisément à votre question, pourquoi ce sont des féministes françaises de gauche, absolument de gauche, Ariane Mouchkine, Gisèle Halimi, Madeleine Chapsal, Lucie Aubrac, Benoît de Groot, enfin, et d'autres, qui ont porté le discours islamophobe. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ce sont elles qui ont offert ce qu'on appelle les éléments de langage, pour parler comme les médias ? Le voile, c'est la soumission, c'est le signe de la soumission. Le patriarcat musulman, c'est le plus dur de la planète, qui sont quand même des phrases utilisées. Il y a toujours à nous piéger en disant « Mais alors vous êtes d'accord avec les femmes et la burqa en Afghanistan ?» Ouais, ben alors vous êtes d'accord pour qu'on lapide les femmes, c'est tout absolument idiot. Aucune femme n'est d'accord pour cela. Aucune, et aucune femme du Sud. Mais nous respectons la manière dont les femmes au Maroc décident de mener leur lutte. Nous respectons aussi quand les femmes du Rif descendent dans les rues pour soutenir les luttes dans le soulèvement social qu'il y a eu dans le Rif, nous sommes pour. Et elles ne sont pas en train de manifester, par exemple, contre le voile ou les droits de femmes, elles manifestent contre la répression qui a lieu et contre et le fait que tous les hommes de la contestation sont envoyés en prison. Elles manifestent contre un féminisme carcéral, elles manifestent contre un féminisme punitif et un féminisme qui impose la manière de comprendre les droits des femmes. Elles questionnent même la notion de genre. Elles disent est-ce que la notion de genre doit être la même appliquée partout ? Elles questionnent même la catégorie femme, qui dans l'Occident repose essentiellement sur une différence biologique. Elle pose toutes ces questions. Or, le féminisme civilisationnel reste complètement accroché à cette question des droits des femmes dans la loi essentiellement,
Alors que les féminismes du Sud, déjà, le féminisme anticolonial et le féminisme décolonial aujourd'hui, ça vise la justice sociale, l'émancipation, l'anticapitalisme, l'antiracisme et l'anti-impérialisme. Donc il ne vise pas simplement l'égalité des femmes et des hommes. Il vise le fait que le monde est détruit, est absolument détruit par un capitalisme dévastateur aujourd'hui, qui dévaste non seulement à cause de l'extractivisme, à cause de la destruction, mais à cause du fait qu'il a provoqué ce qu'on appelle le changement climatique aujourd'hui, et qui répand la misère dans le monde. Donc, aujourd'hui, la colonisation du monde s'exprime aussi à travers la diffusion d'une économie productiviste, extractiviste, qui n'a plus besoin d'être imposée par l'Occident, qui est même reprise. Et les féministes dans le Sud, quand on voit que ce soit en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud, elles luttent à la fois contre le néolibéralisme, contre les féminicides, pour le droit des peuples autochtones à la terre. Enfin, elles voient, si vous voulez, comment justement tout cela s'imbrique. Alors que le féminisme civilisationnel s'accroche à la question des droits des femmes, simplement. Et évidemment, nous ne refusons pas la lutte pour les droits des femmes. C'est absolument absurde de dire ça. Mais nous visons plus loin, puisque de toute façon, les droits des femmes sont inévitablement, à un moment donné, passent par la loi, passent par l'imposition de la loi, mais ne transforment pas profondément les structures de la société. Bien sûr, c'est tant mieux que les femmes puissent divorcer, avoir accès à la contraception, l'avortement, avoir un chèque, pouvoir travailler, enfin, je veux dire, avoir un salaire égal à celui de l'homme. Évidemment, c'est absolument absurde de penser que nous serions contre, mais nous savons aussi que ça ne change pas le système profond, qui reste un système profondément inégalitaire, producteur d'inégalités, dans la santé, à l'école, dans le travail, dans la vie, dans l'air que nous respirons, dans l'eau que nous buvons, dans tout ce qui est tous les aspects de la vie. Et les luttes aujourd'hui, les luttes des féministes du Sud ou des minorités dans le Nord sont sur ces terrains. Et c'est ce que le féminisme civilisationnel refuse. Pourquoi, alors, dernière peut-être chose, pourquoi ce sont des féministes françaises de gauche, et je le répète, de gauche, parce que ça serait venu de la droite ou de l'extrême droite, je ne pense pas que ça aurait eu un tel succès. Là, le fait que ça venait de la gauche, ça a pu se répandre. Et d'une gauche qui avait été anticolonialiste aussi, de femmes qui avaient soutenu les Algériens ou qui soutenaient les Vietnamiens dans leur lutte contre l'impérialisme américain, donc on pourrait dire impeccable, d'accord ? Et ce sont elles qui ont absolument produit l'islamophobie. Et ça, c'est absolument essentiel. Pourquoi ? Parce que je pense qu'en France, il y a un refoulement profond dans ce féminisme de comprendre comment, et je répète ce que j'ai dit, il a été pénétré par le racisme et la pensée coloniale, toutes les idéologies de rhétorique coloniale et raciste. Il faut le comprendre, je veux dire, et je pense peut-être on peut dire, ben oui, dans les années 70, on ne l'a pas compris. D'accord, je ne suis pas en train de faire des procès rétrospectifs, mais on est en 2019. L'islamophobie est une des idéologies les plus importantes en Europe et qui reconstitue chaque fois en France la communauté nationale blanche. Dès qu'il y a une femme avec un voile, etc., hop, tout le monde proteste de la gauche à l'extrême droite. Il y a une unité, il y a un consensus. Tout d'un coup, l'ennemi de la République, c'est la femme voilée. Non, mais on peut quand même se poser les questions où nous en sommes aujourd'hui dans cette constitution, dans ce consensus, dans cette construction d'une alliance de la gauche à l'extrême droite sur ces questions-là. Donc ça veut dire vraiment revenir, peut-être même sur des choses que nous-mêmes, peut-être féministes décoloniales, avons pensées. Je veux dire, le travail révolutionnaire, c'est la pensée constante. Ça ne s'arrête pas un jour. C'est chaque fois être questionné par des nouveaux événements, des nouvelles approches, des nouveaux récits qui comme ça, ah oui, bah tiens, je n'avais pas pensé à ça. Comme vous le disiez, les luttes sur l'industrie du nettoyage mettent à jour quelque chose et on se dit, tiens, mais attends, on n'avait pas pensé à ça. Ah oui, bah le féminisme avait surtout pensé au travail domestique à la maison, la double journée de travail,
On n'avait jamais pensé à ça. Ah, c'est vrai. Ah, bah, tiens, je vais m'intéresser à cette industrie. Et je m'y intéresse, au lieu de sortir des discours tout faits sur la question des droits des femmes. Comment ça s'est fabriqué? Qui sont ces agences? Comment ça recrute? Quelle est la formation? Quels sont les salaires? Qui sont les femmes qui travaillent? Comment ça se passe? Comment c'est organisé? Quelles sont les conséquences des produits chimiques sur la santé des femmes? Voilà, on est un peu sérieuse, quoi. Le féminisme civilisationnel, c'est de l'idéologie pure. C'est de la rhétorique. C'est de la rhétorique. J'ai jamais vu les signatures de ces femmes en bas de pétitions contre l'islamophobie, euh, euh, pour, euh, pour le soutien aux femmes palestiniennes, pour le soutien aux femmes irakiennes. C'est simplement quand il y a une histoire du voile, alors là, on les voit toutes sortir. Mais profondément, les questions profondes qui touchent les femmes, les 5 millions de femmes qui sortent dans le Kerala pour protester contre les politiques de la pureté hindouiste complètement xénophobe, voilà des luttes décoloniales. L'internationalisme est une notion, je pense, vraiment à ressaisir. Mais comme vous soulignez aussi les manifestations de femmes en Pologne, on pourrait dire aussi c'est ce que l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord, qui sont quand même des tout petits endroits dans le monde, je veux dire l'Europe de l'Ouest c'est tout petit, les périphéries que ces espaces sont constitués. C'est-à-dire même à l'intérieur de ce qui est le monde occidental, il y a des périphéries. Donc, en Europe, il y a des périphéries. À l'Europe même, le Sud, hein, la Grèce, c'est totalement une périphérie, le Portugal est une périphérie, et puis ce qu'on a appelé l'Europe de l'Est. Donc comment ces périphéries, les luttes de femmes dans ces périphéries, interrogent aussi le centre. Donc de nouveau, on pourrait dire ces luttes de ce qui a été constitué comme des périphéries, qui ne sont pas elles des périphéries, qui sont constituées, et qui interrogent cette construction du centre. Ensuite, la question de l'internationalisme, je pense que la question de constitution de front de lutte est absolument toujours extrêmement importante. Elle a toujours été une question centrale dans les luttes historiquement. Alors, si on veut prendre simplement le XXe siècle, on peut penser à toute cette constitution avec Bandung, ce qui précède aussi Bandung, Bandung en 1955, ces pays qui veulent être non alignés, ensuite les constitutions tricontinentales, et aujourd'hui, évidemment, ces circulations de lutte et qui aussi des circulations d'approches méthodologiques et de formes de lutte, c'est-à-dire plus horizontales, plus transversales, avec moins de leaders, de grands leaders, enfin cette manière masculine de construire des mouvements, c'est aussi, je pense, cette attention à construire des espaces de collaboration, des espaces de création collective. On le voit aussi dans le monde artistique, qui moi m'intéresse beaucoup, de reconstituer aussi comment, dans cet internationalisme, une des questions pour moi, c'est comment on est en train de répondre à cette injonction qui date des années 80, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative au capitalisme. Voilà, c'est comme ça. Non, il faudrait. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative à toutes les nouvelles technologies, au fait que vous serez sous constante surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, pour moi, l'internationalisme, c'est aussi la construction, l'invention d'autonomie, de nouvelles formes d'autonomie face à ces nouvelles conditions de surveillance, de contrôle, d'empêchement, d'entrave. Et donc, comment les nouvelles idées internationales, ce sont plus tellement des constitutions, je pourrais dire, d'États-nations souverains qui se regroupent, mais plutôt, justement, dans ce qu'on appelle from below en anglais, d'en bas, en français, mais en bas, en français, c'est toujours un peu péjoratif, je trouve, et qui, là, constituent de nouvelles routes de circulation, des idées, de textes, de réflexions, et qui sont surtout un nouvel internationalisme qui est déjà en partie, mais qui serait profondément transversal. C'est-à-dire pas simplement dans un front contre front, qui à des moments est absolument important, mais aussi tient compte de plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il soit profondément anti-autoritaire.
qui ne cherchent pas. Il y a eu quand même dans la constitution des États indépendants la recherche, un peu une imitation des États-nations tels qu'ils avaient été construits en Occident, avec marginalisation des minorités, marginalisation d'autres langues. Il y aurait une seule langue, une seule religion dans l'État-nation, enfin quelque chose d'assez autoritaire. Et là, ces luttes se veulent aussi anti-autoritaires, c'est-à-dire anti-mono, monolingue, mono ceci, mono cela, monogenre, monosexualité. Et je pense que c'est là que c'est en train de se tisser justement de nouvelles formes d'internationalisme, autour aussi de la question des queers, des travailleurs du sexe, des travailleuses du sexe, à côté des trans, c'est-à-dire, et puis des peuples autochtones, c'est-à-dire toutes ces personnes, mais justement en dehors de l'essence, en dehors d'une identité authentique. C'est pas parce que ces personnes sont des peuples autochtones qu'elles tiennent une vérité, mais à partir de leur position anti-autoritaire, anticapitaliste, antiraciste et antisexiste, qu'elles donc proposent comme alternative et comme champ autonome de création et d'invention.